Le plus gros ralentissement d'un entrepreneur, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. LVMH, quand tu vas, par exemple, je dis une bêtise, Louis Vuitton, on sait tous que c'est un truc hyper gros, et pourtant, c'est pas tout le monde qui va à Louis Vuitton. Travailler pour quelqu'un, pas payer à sa juste valeur, puisque je pars du principe où l'être humain a beaucoup plus à apporter. Ce sont juste des expériences qui montrent que ce ne sont pas les bonnes voies à prendre et peut-être prendre à gauche au lieu de prendre à droite. Être entrepreneur, c'est extrêmement dur dans tous les domaines. On ne vend pas que des beaux kits, on vend une expérience, on vend un voyage et on vend de la conscience. Yo, Frida, what the hell, man? Quand ça boue, ça tremble, spé ou pas. Salut la famille, bienvenue sur Business aux Antilles. Ce soir, comme vous l'aurez compris, je suis tout seul, Enzo n'est pas là. Et ce soir, on est chez Luxury Beau Kits. Donc, salut mon gars, comment vas-tu? Salut Trim, ça va? Tranquillement? On est là. Voilà. Je m'appelle John Evans, entrepreneur, créateur et concepteur du projet Luxury Beau Kit, puisque c'est un projet, et débrouillé ravi. Hein. Ah, bien, bien, bien. Un projet, c'est-à-dire? En fait, Luxury Beau Kit, c'est une nouvelle façon de voir la restauration fast-food afro-caribéenne, basée sur les beaux kits, mais pas que. Donc, j'ai pour projet d'en avoir plusieurs. Donc, inconsciemment, j'ai toujours baigné dans le monde de l'entrepreneuriat, au fait, puisque, au fait, ma mère a plusieurs magasins de vêtements. Ah, ok. Donc, elle en a un à Maripasoula, un aux États-Unis, un en Haïti, si je dis pas n'importe quoi. Donc, inconsciemment, en fait, j'ai tout simplement suivi ses traces. Je suis le seul qui a suivi ses traces sur une fratrie de 9 enfants. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc voilà. J'ai travaillé très jeune. J'ai commencé à travailler très jeune. À quel âge? À 17 ans. 17 ans. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que en fait, pour moi, c'était pas ça la vie, en fait. Travailler pour quelqu'un, pas payer à sa juste valeur, puisque je pars du principe où l'être humain a beaucoup plus à apporter et c'est difficile de quantifier le travail de quelqu'un quand il s'y met sérieusement. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester la restauration, puisque j'étais déjà dans la restauration, c'était déjà mon métier de base. Et à l'époque, à Paris, en fait, je me posais des questions. Qu'est-ce qui se faisait en livraison? Qu'est-ce qui ne se faisait pas en livraison? Donc, les burgers se faisaient en livraison, les tacos se faisaient en livraison, mais pas les sandwichs afro-caribéens à l'époque. Donc, j'avais fait une étude de marché sur l'Île-de-France. Ça n'existait pas, en fait. Même en France, ça n'existait pas. En quelle année? Si je dis pas n'importe quoi, c'est en 2012-2013. Ah, ok. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai décidé de lancer mon premier business qui s'appelait Express Tropical. Donc c'est de la livraison à domicile jusqu'à 4 h du matin de nourriture afro-caribéenne et des beaux kits. Donc c'était pas mon fort les beaux kits. Hein. C'était pas mon fort et après j'ai pu me perfectionner. Et il y avait une très grosse demande à l'époque dessus. Donc on a commencé à livrer quelques départements et après ça s'est agrandi. Ensuite, j'ai switché sur un food truck. On s'est mis en face du cinéma. Bon, après, c'était beaucoup de contraintes, le food truck, parce qu'il y avait énormément d'autorisations à avoir au niveau des mairies, pardon. Et ensuite, l'événementiel. Donc, c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur. Donc, étant danseur depuis quelques années, j'ai eu plusieurs partenariats avec des organisateurs de danse, dont le Juste Debout, un événement mondial de danse hip-hop. Donc c'est ça qui m'a donné cette voie, en fait, qui m'a mis sur la voie de ce que je fais actuellement. Et en 2018, j'ai décidé de quitter la France, parce que j'avais déjà voyagé un petit peu partout, et de tester la Martinique. Mais à la base, je ne devais pas rester en Martinique. J'étais juste là De passage. pour 6 mois. C'est ce qu'ils disent tous à Ouais. chaque fois. Ils passent juste comme ça C'est et ça. puis finalement. Exactement. Donc, j'ai kiffé l'île. J'ai vraiment kiffé l'île. Cette sérénité, cette façon de vivre, cette façon de voir les choses. Donc, c'était vraiment différent avec ce que j'avais connu sur Paris. C'est tout à fait le contraire. Le Covid est arrivé. Encore forcément, je me suis posé énormément de questions.
j'ai décidé de relancer l'aventure Express Tropical. Ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait à cause du Covid, on va dire. Et pendant que j'ai lancé l'aventure Express Tropical, je testais un nouveau concept. Donc, ça veut dire que tous les mois, je mettais un beau kit très travaillé, beaucoup plus cher que ce que je vendais, que les autres beaux kits que je vendais. Et j'ai eu énormément de bons retours. Ensuite, le Covid m'a permis de tester. J'étais en Dark Kitchen, donc ça m'a permis de tester tous ces produits, tous les produits de beaux kits jamais vus, etc. Et donc, il y avait une très forte demande. Et je me suis dit pourquoi pas, let's go. Ah, bien. Ok. Donc voilà mon histoire synthétisée, un petit peu à la va-vite. C'est ça. Mais très bien, sachant qu'avec le peu de ce que tu as dit par rapport à tout ce qu'il y a à dire, on voit quand même que tu as pas mal d'expérience là-dessus. Sachant que, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier taf en restauration, justement. Parce que lors de la première vidéo, j'avais dit que je bossais en restauration et que j'y suis resté pendant 3 ans. Ben, c'est grâce à lui. Voilà, Paye Coco, big up. Monsieur Martin. C'est ça, exactement. Mais oui, effectivement, en tout cas. Mais aussi encore, mine de rien, parce que ça m'a quand même permis de découvrir le monde salarial, de voir un petit peu comment ça se passait. Bon, j'ai quand même quitté par la suite parce que, bon, un petit peu comme toi, je voulais me lancer dans ce monde qui était très rude, qui est très rude de l'entrepreneuriat, mais ça m'a quand même permis de découvrir ce que ça faisait, d'être serveur tout simplement lors de la restauration, sachant que même ma famille aussi, ils avaient un restaurant à l'époque à Saint-Anne. D'accord. Donc du coup, voilà, mais bon, j'aurais jamais pensé que j'aurais atterri vraiment c'est de l'expérience, acquise, et puis ça te permet de voir aussi ce que tu veux pour plus tard, tout simplement. Ouais, c'est ça, clairement. Ben, Luxury Bokit, pour synthétiser la chose, c'est clairement une nouvelle façon de manger un bokit. On connaît tous le bokit vulgaire, désolé de dire ce mot-là, jambon fromage, dans un boui-boui, dans une petite roulotte, etc. Donc nous, on voulait tout simplement amener ce côté semi-gastro au niveau du bokit, revisiter toutes les recettes, les fusionner au bokit, une nouvelle façon de manger le bokit, travailler avec des agriculteurs locaux, faire des fusions très détaillées et très travaillées. Par exemple, la fusion magret de canard foie gras avec une sauce à la mangue, ou encore le chair de langouste avec une mayonnaise curcuma. Donc c'est vraiment ce type de restauration. On va dire que je ne suis pas un fast food, mais plutôt un low food. Okay. Donc avec tous mes voyages au fait à l'étranger, ça se fait énormément sur des bagels, sur des burgers. Cette nouvelle façon de manger du fast food, mais beaucoup plus travaillé. Donc je me suis dit pareil, pourquoi pas le travailler avec un produit qui sort clairement de notre culture afro-caribéenne. C'est ça. En fait, je vais être totalement transparent avec toi. J'avais énormément de craintes, énormément de peur en fait par rapport à ça. Je me suis posé énormément de questions malgré que j'avais déjà commencé à faire des tests jusqu'au jour où j'ai eu ma carte complète et je me dis il faut que je me lance, il faut que je vende, ça y est. Et je pensais clairement que les gens n'allaient pas adhérer. Donc c'était très difficile pour moi de prendre confiance sur ok, on a l'habitude de manger un bokit à 4, 5, 6 euros, 7 euros, grand maximum 10 euros. Quel était le moyen de travailler des produits de qualité sans perdre le coût de revient et sans casser le bras du client. Donc c'est là que l'idée m'est venue de faire des menus tout simplement, des menus complets. Dans le menu on retrouve le bokit, la frite maison, l'infusion glacée maison puisqu'on fait nos propres boissons. On a une charte assez spécifique, le manger conscient, et le dessert fait maison aussi. Donc pour ne pas dépasser le prix au niveau du client, on a décidé de faire un menu et c'est comme ça que tout le monde a adhéré tout simplement. En fait. Une bonne partie, je ne vais pas dire tout le monde, parce que j'ai quand même des clients qui sont très, on va dire ça, à l'ancienne. Très à l'ancienne, et ils se disent, ils peuvent faire un bokit chez eux, pourquoi payer un bokit plus de 10 euros, etc. Mais après, c'est l'expérience que je propose tout simplement en fait. Et je suis même capable de dire, maintenant j'ai 95-96% de mes clients
qui adhèrent au concept et qui valident le Luxury Bokit. C'est ça. On n'a qu'à le voir sur Internet, je suis le sixième meilleur restaurant de France sur 146. Ah, bien. Donc, voilà. Et par contre, un truc qui est super intéressant avec ce que tu as dit, sachant que là, on est sur interview, podcast en même temps, donc on est libre d'échanger un petit peu de tout et de rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de luxe, forcément, on sait d'avance qu'il y a une barrière à l'entrée et que c'est pas tout le monde qui va forcément adhérer. Tu vois, parce que vu que moi j'ai mon agence de com, mais ça émane un petit peu du branding, tu vois, un truc tout con, LVMH, quand tu vas par exemple, je dis une bêtise, Louis Vuitton, on sait tous que c'est un truc hyper gros, et pourtant c'est pas tout le monde qui va à Louis Vuitton. Tu sais, c'est comme si tu as un client qui te dit, ouais, j'ai pas besoin de mettre 1500 balles dans un sac, je peux avoir un sac pour 5 euros, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc là, s'il faut regarder la même chose de point de vue Bokit, ben, le client il peut se dire oui, mais bon, je peux faire un Bokit chez moi, d'accord. Mais il n'y a pas le côté cadre, il n'y a pas le côté service, il n'y a pas le côté. Et, ben, voilà, c'est une expérience qu'on apporte en fait. Notre but c'est de faire voyager le client, de le faire manger consciemment. Ok, ce sont des Bokits qui sont toujours frits dans l'huile, mais on va travailler par exemple du charbon noir pour favoriser la digestion, curcuma, l'hibiscus pour la circulation. Pour éviter tout ce qui est arthrose, etc. Donc, on est quand même sur le manger conscient. Donc, on ne vend pas que des Bokits. On vend une expérience, on vend un voyage et on vend de la conscience. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'échec, en fait. Ce sont juste des expériences qui montrent que ce ne sont pas les bonnes voies à prendre et peut-être prendre à gauche au lieu de prendre à droite, puisque ces soi-disant échecs, c'est ce qui va te permettre de regarder derrière et de dire mince, je suis passé par là la dernière fois, c'était pas le bon truc à faire et je sais que la prochaine fois, je ne prendrai pas le même chemin. Donc la vie, pour moi, elle est semée d'échecs, en fait. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est ça qui va te permettre d'avancer dans la vie. Mais le plus gros ralentissement d'un entrepreneur, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais, c'est ça. C'est l'argent, c'est clairement l'argent. C'est ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et surtout, par rapport aux échecs, est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'inévitable quand tu te lances dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bien sûr, c'est inévitable. Plus tu fais d'échecs, et que bien sûr, il ne faut pas lâcher l'affaire, plus je suis persuadé et sûr et certain que tu vas réussir. Et c'est ce qui fera de toi plus tard un bon patron, un bon entrepreneur, quelqu'un qui a vécu quelques durs moments pour pouvoir atteindre le stade où il doit atteindre, tout simplement. J'aime bien ce que tu dis là, parce que du coup, avec les cours que je fais avec mes élèves, justement, j'aime beaucoup parler de la culture de l'échec, parce que je dis que, tu me diras si tu es d'accord, que le niveau de succès auquel tu aspires est proportionnel au niveau d'échec par lequel tu vas devoir passer. Bien sûr. Dans le sens où il n'y a qu'à regarder des personnalités qui ont réussi à grande échelle. Ce que j'aime bien dire à mes élèves, d'aller regarder la vie de Statham, l'acteur du Jason Statham, Stallone, Schwarzenegger, ce genre de personnes-là. Quand tu regardes un petit peu leur passé, tu vois qu'à un moment donné, ils ont quasiment tout perdu. Il y en a parmi eux qui ont fini à la rue. Bien sûr. Et en fait, tu vois que le niveau de succès qu'ils ont eu, c'est littéralement proportionnel au niveau d'échec qu'ils ont eu. Bien sûr. Et je leur avais dit que quelqu'un qui réussit sans payer sa taxe d'échec, mais à un moment donné, il va se casser la gueule. Parce que c'est inévitable. Mais je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que toi tu en pensais par rapport à ça. Ben, je suis totalement d'accord. Après, maintenant, je suis conscient que tout le monde n'a pas cette mentalité pour pouvoir, les épaules, ou la mentalité, pour pouvoir passer outre ces échecs. Il y a des gens, dès la première échec, ils se disent que c'est pas pour lui. Alors que non, en fait, non. Ouais. Mais il faut avoir cette mentalité, cette force psychologique pour pouvoir surmonter tout ça. On a beaucoup cette image de l'entrepreneuriat. Je suis mon propre patron, je vais faire de l'argent, etc. C'est une utopie, en fait. C'est pas vrai. Parce que quoi qu'il arrive, être entrepreneur, c'est extrêmement dur. Dans tous les domaines, que ce soit par rapport à plusieurs domaines. On va prendre l'exemple de la crypto. Il y a des formations, il y a des heures tu switches des heures de sommeil pour pouvoir te former, etc. Être à l'affût. Pareil, donc dans les métiers un peu physiques, le BTP, la restauration. Donc non, ça n'existe pas, ça. Être son propre patron et tout est facile, à moins d'avoir
des 1000 et des 1000, des 100 dans la poche, quoi. J'ai trop de capacité pour à offrir. En fait, je sais faire trop de choses et j'ai trop de détermination pour le mettre au service de quelqu'un, en fait. Ah, bien. Cette détermination-là, Bien, en fait, bien, je peux le bien, mettre bien. que à mon service. J'aime beaucoup ta réponse. Et oui, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de la vie de l'entrepreneur. C'est très dur. C'est très dur parce qu'il faut avoir une famille qui te comprend, notamment la personne avec qui tu vis ou ta conjointe, tout simplement, tes enfants. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est très dur. C'est très dur. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement dur. À la création de son entreprise, c'est difficile parce que l'entreprise va demander beaucoup d'énergie physique et mentale et il faut savoir faire la part des choses. Donc, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Ok. Est-ce que toi, tu arrives quand même à lier deux? Non, j'arrive toujours pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça fait combien de temps que Mais tu- j'y travaille. J'y Ouais. travaille et il y a de l'amélioration. Ok. Et du coup, est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore franchi ce cap de pouvoir tout déléguer? Parce C'est- qu'on en parle souvent. En fait, on a remarqué un pattern avec Enzo, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Mais généralement, tous ceux qui ont la tête dans le guidon et qui justement ont du mal, généralement, c'est parce qu'on a remarqué qu'ils sont à fond dans leur business et que donc du coup, ils ont ce problème-là de déléguer. En fait, cette histoire de déléguer réside sur plusieurs problèmes, en fait. C'est de trouver des gens de confiance qui ont exactement la même énergie que toi. C'est moi, de mon expérience, j'ai pas encore trouvé ça. Parce que pour que la personne ait la même énergie que toi, il faut qu'elle ait des parts dans le business, en fait. Ok. Donc si elle n'a pas des parts littéralement dans la société, Elle va juste faire son travail. is a bee. Et moins elle en fera, mieux elle se portera. Moi, c'est mon expérience, en tout cas. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un un collaborateur, qui travaille avec moi, qui soit aussi motivé et ambitieux que moi pour mon business. Ok. Je vais plus tomber sur quelqu'un, ce qui est tout à fait logique, hein, je ne suis pas en train de condamner ça, hein, qui va venir, qui va travailler. Si elle peut esquiver quelque chose, elle l'esquivera et prendra son argent à la fin du mois. Ok. Non, je réfléchissais parce qu'effectivement, ce que tu as dit là me fait un petit peu cogiter sur le fait que ouais, si tu n'es pas quelqu'un qui a des parts dans ton business, mais il ne sera jamais aussi investi que toi. Alors, honnêtement, en y réfléchissant à chaud, je pense que tu as 100% raison. Cependant, tu peux potentiellement pouvoir déléguer une tâche à chaque personne. Dans le sens où, là, si on parle de ce que tu m'as dit, ça aurait été quelqu'un qui t'aurait remplacé sur pas mal de tâches. Mais si tu arrives à trouver une personne sur chacune des tâches, oui, ça va te coûter plus cher, mais sur le long terme, tu vas pouvoir te dégager beaucoup plus de temps qui pourra t'emmener beaucoup plus loin parce que tu pourras faire autre chose, par exemple ouvrir un autre business. Et surtout, ces personnes-là n'auront pas trop de choses à faire, donc ils auront moins de responsabilités, donc du coup, plus de chances de bien faire leur taf. Je comprends penses parfaitement. Moi, je comprends parfaitement et j'acquiesce à ce que tu dis. Mais par exemple, dans mon domaine, à titre personnel, il y a énormément de choses à faire. Ouais. D'autant plus que je travaille beaucoup le fait maison. T'imagines si chaque personne est assignée à une tâche, je me retrouve avec une équipe de 10 pour un restaurant qui fait 40 places assises. C'est pas du tout avantageux financièrement pour moi. Ouais. Donc, je suis obligé de trouver deux personnes qui puissent gérer le restaurant à ma place. Ou sinon, trouver un moyen de me dédoubler. Ce qui n'est pas encore faisable. Ce qui est pas encore faisable. Donc oui, c'est vrai qu'il faut déléguer. Mais aussi, le problème, c'est que quand tu crées un business et que tu vois que ce business commence à s'ancrer et que tu commences à avoir une réputation, une très bonne réputation, tu as peur de déléguer pour que la personne n'entache pas cette réputation. Ça fait malheureusement partie du jeu. C'est ça. Donc
c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Surtout, on est dans un temps après tout ce qui s'est passé, le Covid, etc. Les gens n'ont plus envie de se prendre la tête. Ouais, Ils n'ont plus envie de se prendre la tête. Donc, déléguer, oui, mais déléguer sur des personnes qui ont la conscience professionnelle surtout. En fait. Ouais. Et ça, de trouver quelqu'un qui a la conscience professionnelle, c'est de plus en plus dur. C'est extrêmement compliqué. À quel niveau? Dans le domaine du business, enfin, non, de manière- Physique, financier? financier. Financier? Ah, non, les deux. J'ai beaucoup aimé j'ai les deux. Je vais voir ce que tu vas répondre. Mon pire investissement physique et financier. Financier. Ah. J'en guide déjà, je t'écoute. Il y en a deux. C'est pas mon pire, mais je regrette parce que je pense que j'aurais pu faire autre chose avec cet argent. Le plus, c'est que je pense savoir, c'est quoi? Dis-moi. Ma Sirocco La Sport. Sirocco. Je savais que tu m'aurais dit ça. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait énormément attention à son apparence physique. Donc, ça veut dire que j'achetais énormément de paires de baskets qui coûtaient très cher, énormément de sable, de vêtements. Je suis moins dedans. Je fais toujours un peu attention. Mais c'est clairement quelque chose que j'aurais pu prendre et investir dans autre chose, dans des business, Je sais que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans l'apparence physique. Ok. Je savais que tu m'aurais dit la Sirocco. Quand tu m'as regardé, tu dit, ok, là, on va parler voiture. Non, en fait, le truc, c'est que c'était pas le moment d'investir dans la Sirocco. C'est trop tôt. C'était trop tôt. C'est trop tôt. Par exemple, aujourd'hui, avec ce recul que j'ai maintenant, parce que forcément, plus on avance, plus on a du recul, si je dois investir dans une voiture qui me plaît, il faut que j'ai 2-3 business qui tournent du feu de Dieu et que je me dise, je peux me permettre sans rechigner de payer une voiture. Yes. Mais alors, honnêtement, j'ai l'impression qu'il fallait que tu passes par là. Oh, bien sûr. Parce que, du coup, tu n'es pas la première personne à me dire ça. Et il y a Priero de Pro Painting, entre parenthèses Big Up, qui lui aussi, justement, pour son premier investissement, il a parlé d'une voiture sportive qu'il avait à l'époque. Et j'ai pu remarquer de tous les podcasts que je regarde, parce que je regarde pas mal de podcasts et tout, il y a pas mal de personnes qui ont ces trucs-là aussi. J'ai un pote à moi qu'on va interviewer bientôt, Geoffrey. Alors, je crois que ça fait 4 vidéos que je parle de lui, donc bientôt, ne vous inquiétez pas, il sera là. Et lui aussi, c'est la même chose. Et en fait, on a l'impression que justement, dans le chemin qu'on a en tant qu'entrepreneur, qu'on a besoin de passer par cette étape-là pour comprendre en fait. Et justement, on en parlait lui et moi, parce que tu sais, moi aussi je suis fan automobile, et j'ai un petit projet de mon côté, et à lui j'en ai parlé, je lui ai un petit peu demandé son avis, et il me disait honnêtement, tant que je l'aurais pas fait, je n'aurais pas compris, donc limite il faut que je le fasse pour être passé par là, pour avoir déjà premièrement pu satisfaire cette envie d'avoir ce truc-là, et ensuite de regarder si oui ou non c'est une bonne chose. Mais même si c'était pas une bonne chose, au moins j'aurais appris, et surtout là je pourrais vraiment être focus sans pour autant avoir des choses cette chose-là qui te parasite l'esprit en mode je veux. C'est ça en fait. C'est pas. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon investissement, puisque quoi qu'il arrive, ça va servir à avancer sur autre chose. C'est comme la vie en fait, tout simplement. C'est ça. Je pense que c'était pas l'époque, c'était pas encore le moment, puisque quelques mois après, Covid est arrivé. Ouais, de fou. Donc j'ai pris un crédit pour prendre cette voiture. Donc tout était à l'arrêt. Forcément, je travaillais plus. Donc j'ai dû la revendre dans la foulée. Donc c'était juste pas le moment. Okay. Mais quand ça sera le moment, vous le saurez, ne vous inquiétez pas. D'accord, ok. Je note. Et du coup, physique, que tu avais dit physique. Un regret? Et puis ton pire investissement physique. Je crois que j'en ai pas. Hein. Je peux pas dire la danse, parce que la danse m'a quand même... C'est une très grosse passion, donc ça m'a permis de voir et de débloquer 2-3 choses, pas mal de choses, je dirais même en termes mental. J'ai fait aussi beaucoup d'argent grâce à la danse.
Mais je crois pas que en termes physiques, j'ai pas de mauvais investissement en fait. Non, j'en ai pas eu. Non, honnêtement, alors ok, je pensais pas que tu aurais parlé de danse, je pensais que tu aurais parlé d'autre chose, je vais te dire. Mais par rapport à la danse, non, je pense pas. Alors, je sais pas si mon avis est objectif, parce que moi aussi, du coup, je danse. Et non, en fait, en plus, je crois que c'est ton seul exutoire, Exactement, véritablement, exactement. et il en faut. Donc, Ouais. non, non, je trouve pas. En fait, par rapport aux autres interviews qu'on a pu faire, je pensais que tu m'aurais dit juste que tu as choisi les mauvaises personnes. C'est-à-dire que tu as investi sur les mauvaises personnes, dans le sens où tu as potentiellement recruté des mauvaises personnes ou bien consacré ton temps à de mauvaises personnes dans le cadre du business. Mais ça fait partie de la vie, ça. Ça fait partie de la vie. Au fait, je suis devenu extrêmement... Comment on appelle ça? Je relative énormément. Donc ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un, cette personne t'a déçu par n'importe quelle voie, c'est qu'il te fallait ça pour te rendre compte, au fait. Ok. Mieux vaut maintenant que plus tard, dans 10 ans, la personne est beaucoup plus proche de toi et ça fait encore plus mal. Donc non, je pense pas que j'ai eu de mauvais investissements dans des amis ou dans des collaborateurs ou autres. Non. Ok. Non. Ok. Ça dépend des périodes. J'ai des routines, par exemple, quand je me lève le matin, je m'étire énormément. C'est vrai que ces derniers temps, je ne le faisais plus, mais mon corps m'a vite rappelé qu'il fallait les reprendre. La danse, j'ai une routine de danse aussi, je m'entraîne. Je me dis que c'est pas seulement un exutoire, c'est une façon de me dépenser aussi. Donc voilà, parce que pour le moment, je n'ai pas repris de sport. C'est difficile de s'instaurer une routine. C'est pas impossible, mais c'est difficile de s'instaurer une routine quand on travaille dans la restauration, en sachant que je passe beaucoup plus de 12 heures dans mon restaurant. Donc, à part les étirements et la danse, Ok. pas d'autre routine. Ok, il n'y a pas de souci. La détermination, Ok, petite détermination, la volonté, volonté. et savoir prendre énormément de recul sur ce qui se passe autour de soi. Alors, détermination, volonté et savoir prendre du recul. Est-ce que tu peux développer des détermination et volonté? Comme je disais juste avant, quand tu es entrepreneur, tu vas rencontrer énormément de coups durs. Et si tu n'as pas la détermination, tu n'iras pas plus loin. La volonté, faut matérialiser sa réussite. Donc si on se voit pas réussir, ça va être difficile aussi. Ah, donc là, on est sur un sujet de visualisation. Autant pour moi. Ouais, ok. Donc oui, moi je me dis que, ok, c'est difficile, mais je suis sûr et certain à 200% que je vais réussir. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas m'enlever dans la tête. Je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais y arriver. Et le recul, pour le coup? Le recul, si je n'avais pas de recul sur les coups durs, sur les mauvaises rencontres, etc., pareil, j'aurais baissé les bras, en fait. Donc, je relativise surtout. Je me dis que tout problème a une solution. Et il y a une sortie à tous les coins de rue, en fait. Dès qu'il y a un obstacle, il y a forcément une sortie. Souvent, la sortie, c'est peut-être pas la bonne, mais il y a une sortie quoi qu'il arrive. Et surtout, c'est peut-être pas celle qui va te plaire, Oui, bien sûr. mais c'est celle qu'il faut. Des fois, c'est celle qu'il faut. C'est ça. Effectivement. Ok. Alors, du coup, j'avais une autre question. Je ne sais pas si tu avais vu, mais il n'y a pas très longtemps, il y a un gosse de 15 ans qui, sur Instagram, faisait du e-commerce. Il avait un petit truc, un petit business à domicile où il vendait, je crois, des vêtements ou des trucs, je ne sais plus trop quoi. C'est pas des paires de chaussures? Non, je sais plus, faudra que je retrouve. Et en fait, j'ai regardé les commentaires. Alors, quand j'ai vu la vidéo, il disait comment il avait réussi à atteindre 15 000 euros par mois à 15 ans. Et du coup, moi j'étais impressionné, je regardais la vidéo, tout ça. Et je regarde un petit peu sa routine, je me suis dit, putain, il est chaud. Je regarde les commentaires et je vois que la plupart que des messages de haine, genre t'as 15 ans, ou retourne à l'école, laisse maman papa gérer ça à ta place. Quel statut que tu as ouvert alors que bon, ce sont tes parents qui le font pour toi.
T'en penses quoi, toi? Ce genre de message, c'est au fait le reflet des gens qui n'arrivent pas à réussir et qui n'arrivent pas à franchir le pas. C'est ça, en fait. Ouais, parce que moi ça m'a choqué. C'est... Je vais te dire un truc qui va être un peu grave, mais c'est une réalité. Quand tu commences à devenir entrepreneur, quand tu commences, même ta famille va pas te supporter, va pas te donner la force, en fait. Surtout ta famille. À famille, amis, tu en auras plein qui vont essayer de te désister. Ouais, retourne au salariat, prends ta petite vie tranquille. Et au fait, mis à part un mentor, 2-3 amis qui sont aussi dans la même énergie, tu auras tout le temps des gens qui vont essayer de te décourager. Ouais, c'est vrai. Moi, Ouais, par c'est exemple, vrai. je prends mon exemple sur les Bokits. Quand j'ai dit que je voulais vendre des Bokits à 10, 15, 20 euros, ils m'ont dit, mais ça va jamais marcher. Et maintenant, Et au jour d'aujourd'hui, c'est parce que les chiffres disent. ils te disent quoi? Non, je les entends plus. Ah, d'accord. Je les entends plus. Je les entends plus, ces gens. Vous êtes où? Donc, et c'est que le début. Hein. C'est que le début. Ouais, C'est que le début. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Donc ça, c'est tout simplement le reflet des gens qui n'arrivent pas à franchir le pas et qui ne se sentent pas capables de pouvoir entreprendre parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais. C'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des gens qui faut l'accepter au fait. J'ai un très bon ami, il va peut-être se reconnaître si jamais il regarde cette vidéo, mais j'ai essayé de le mettre dans la même énergie, mais lui, c'est métro boulot dodo comme ils disent. Donc impossible de franchir ce pas de salariat et puis voilà. Ouais, c'est ça. Après, en vérité, d'un certain côté, tant mieux. Si on aurait été tous entrepreneurs, tu n'aurais pas eu d'employés. Voilà, tout simplement. Donc il faut accepter qu'il y a des gens qui se plaisent dans leur vie. Maintenant, tous ceux qui arrivent à franchir le cap, c'est que mentalement, ils ont eu des traumas quand ils étaient petits, ils veulent plus retourner à ce stade-là. Donc faut l'accepter. Bon, moi, je l'accepte. J'accepte que tout le monde ne peut pas être comme nous. Tout le monde n'a pas cette force-là, cette force mentale. Ouais, c'est vrai. Tout le monde n'a pas les épaules. Donc voilà. Ouais, Parce que c'est pas un long fleuve tranquille d'être entrepreneur. Ah, mais clairement. C'est tout le temps la mission. Faut tout le temps être sur le qui-vive, tout le temps être prêt, en fait, à ce qu'il y ait un problème à gauche, à droite. Mais quand la victoire se fait, il faut juste la savourer. C'est ça. Et justement, je suis en train personnellement de commencer à l'accepter depuis quelques temps. Parce que, un peu comme toi, moi c'est au pluriel, il y a pas mal de personnes que j'ai essayé de pousser à se lancer et tout. Tu peux pas sauver tout le monde. Et ouais, c'est ça. Tu peux pas sauver tout le monde. Et bon, tu me connais, tu sais que voilà, j'ai ce petit côté qui fait que quand je vois quelqu'un qui a du potentiel sur le papier et qui peut aller loin, je le pousse. Et c'est Oui, pas puis tu bienveillant. veux pousser. C'est ça. Et après, là maintenant, je commence à prendre du recul et je vois qu'il y a certaines personnes qui n'ont juste pas les épaules et que c'est limite une bonne chose qu'ils n'en prennent pas ce chemin-là. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même le dire, il y a pas mal d'entrepreneurs qui finalement se suicident ou ils pètent les plombs, quoi. Donc du coup, si on doit être vraiment bienveillant, est-ce que je préfère que mon pote, ma pote se suicide, s'envoie en l'air ou bien finalement réussissent potentiellement. Donc bon, tu vois, c'est ça. Et du coup, ça me fait dire un truc par rapport à la famille. Parce que j'ai essayé de creuser un petit peu de mon côté sur le pourquoi du comment ta famille ne se soutient pas. Alors dans mon cas, j'ai quand même un petit soutien. Je ne vais pas dire qu'il est global parce qu'il y en a pas mal qui ont un petit peu peur et tout. Mais j'ai compris pourquoi. Tu vas me donner ton avis. En fait, il y en a pas mal qui ont juste peur que tu te rates. Parce qu'il est vrai que ça fait partie de la réalité. En moyenne, il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent. Ce qui fait que le fait qu'ils te disent non, mais est-ce que c'est pas mieux que tu prennes un travail et tout, c'est mine de rien d'un certain côté de la bienveillance. Oui, ça peut être de la bienveillance. Pour certains, pas tous. Hein. Pas tous. Oui, pas tous. Encore une fois, je suis obligé de prendre encore mon exemple. Je dis pas que ma famille ne veut pas mon bien, mais que dans tout ce que j'ai entrepris, je n'ai pas forcément eu le soutien que je voulais. Ouais. Après, c'est peut-être de la bienveillance, mais ma mère et ma sœur, puisque ce sont ces deux femmes qui m'ont élevé, j'ai un très grand respect pour elles. Big up à la maman et à la sœur. Donc, mais quand je leur ai dit que je dansais, qu'est-ce que tu fais dedans, qu'est-ce que ça t'apporte,
je leur ai expliqué que c'était une passion qui m'a permis de voyager, de rencontrer des gens du monde entier. En fait, je ne sais pas si tu te rends compte, en fait, tu sors de ton cocon, tu découvres de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations. Civilisation. Merci. T'inquiète. C'est fatigué là. Tu me vois beaucoup. Donc voilà, mais je n'ai jamais eu le soutien que je voulais. Par exemple, c'est bien mon frère, c'est bien mon fils, continue et tout, ça va te permettre de voir les choses différemment. Et encore pareil pour le restaurant, quand j'ai expliqué ce que je voulais faire, ouvrir mon restaurant, non, pourquoi tu vas pas travailler là, tu touches tant, tu as ta paye fixe, trouve-toi une femme, arrête de voyager, etc. Alors que j'adore voyager, je suis quelqu'un, je prends énormément de risques pour pouvoir avoir plusieurs ouvertures. Donc, je n'ai pas eu le soutien que je voulais, en fait, que j'attendais. Donc, bizarrement, je n'ai pas pris assez de recul. Je ne me suis pas dit que c'était que de la bienveillance ou de la peur. C'est peut-être un mélange des deux. Mais moi, je n'ai pas eu de soutien, en tout cas, de ma famille. Et je peux parler encore d'un ami avec qui j'ai grandi, Calice. Pareil, je ne pense pas, lui, il est dans l'événementiel, entrepreneur dans l'événementiel. Pareil, il a eu à peu près le même parcours que ça. Le même parcours que moi, pas de soutien de sa famille. Et ça, des exemples comme ça, je peux en citer au moins une dizaine. Ça aurait été bien d'ailleurs qu'on fasse une petite vidéo avec Calice. Donc Calice, si tu regardes ça, t'inquiète, on vient de chez toi. Mais c'est vrai, de mon côté, j'ai eu du soutien de ma mère, vraiment, parce que ma mère m'a toujours donné la liberté de faire ce que je voulais. Et par contre, pourquoi j'ai eu ce recul-là? Parce que ma mamie, avec mon papy qui est décédé depuis il y a quelques temps, ils ont toujours été entrepreneurs dans le sens où à l'époque, ils avaient un restaurant à Sainte-Anne. D'ailleurs, c'était le premier restaurant de Sainte-Anne, je crois. Ensuite, ils ont transigé vers des locations saisonnières. Et ça a été... Ils ont connu des pics en fait, tu vois, ils ont connu des gros pics comme tout le monde connaît. Et comme mon papy, il avait quand même les épaules beaucoup plus solides, mais ma mamie, comme elle en a entre guillemets pas mal souffert à des moments, du coup, quand elle voit que son petit-fils veut emprunter le même chemin, tu vois, elle est en mode ouais, est-ce que tu es sûr? Parce que du coup, c'est dur d'être entrepreneur et tout et tout. Et en fait, je vois vraiment la bienveillance dans ses propos parce que je sais qu'elle a vécu la même chose. Et c'est justement parce qu'elle a vécu la même chose qu'elle sait de quoi elle parle, ce qui fait que c'est normal qu'elle ait peur que j'emprunte ce même chemin. Mais après, elle me fait assez confiance parce que je lui dis, tranquille, t'inquiète, ça va, j'ai les épaules. S'il faut que je finisse à la oui, je finis à la oui, tranquille. Vraiment, je le prends vraiment comme ça parce que vu que je sais que dans ma tête, il n'y a qu'une seule solution, c'est que je réussisse. Et je sais aussi qu'il faut payer la taxe d'échec, donc du coup, je la fais. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis vraiment mal, mais pour moi, ça fait c'est le contrat que j'ai signé avec moi-même que je me suis. Non, mais c'est ça en fait. De toute façon, entrepreneur, tu es en constante évolution et tu te poses tout le temps des questions. Est-ce que tu empruntes le bon chemin? Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour les gens qui sont autour de toi? Et tu es tout le temps en train de douter. Mais dans ce doute-là, il faut continuer à avancer en fait. Ouais, c'est ça. Il faut continuer à avancer. Moi, comment dire ça? Pour me donner cette détermination pour réussir, je brûle toutes mes options. Je me dis que j'ai pas de... Ça va être un peu contradictoire, mais je me dis que j'ai pas de porte de sortie. Je ne planifie pas de plan B, plan C. Pour moi, il faut que je réussisse, donc c'est là. Bien sûr, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir atteindre mes objectifs, je ne me dis pas que si ça ne marche pas, je retourne là. Non, on écarte tout ça et puis on va... Mais tu as grave raison. D'ailleurs, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter et je ne crois pas l'avoir racontée depuis qu'on a commencé ça. Alors, j'oublie le nom de cette civilisation, mais c'était une civilisation asiatique. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire chinoise ou bien japonaise, mais en tout cas asiatique. Et à l'ancienne, lorsqu'ils envahissaient un village, ils ont remarqué qu'ils avaient une certaine manière d'attaquer le village. Donc en gros, ils ont demandé au colonel, je ne sais plus caporal, pourquoi à chaque fois qu'ils encerclent un village, ils laissaient pas mal de portes de sortie. Et en fait, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il a dit en fait, quand tu attaques un village
et que tu encercles tout le monde et qu'ils n'ont aucune porte de sortie, ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que les mamans qui ont leur bébé à protéger, ben, elles sont prêtes à se sacrifier au combat pour justement protéger leur bébé. Ce qui veut dire que là, ça devient beaucoup plus compliqué de gagner parce que tu as affaire à des personnes qui sont la haine. Voilà, c'est ça. Par contre, quand tu les encercles mais que tu laisses des portes de sortie, tu crées la confusion. C'est-à-dire que tu en as ceux qui vont se dire, oh, les gars, allons se battre. Tu en as ceux les mêmes mamans qui ont leurs gosses. Tu as certaines qui vont se sacrifier pour leurs gosses, mais tu en as d'autres qui vont essayer de fuir avec leurs gosses ou bien de faire leurs gosses s'échapper. Tu en as d'autres qui vont dire, oui, mais si jamais on s'enfuit par là, ben voilà. Et en fait, pendant tout ce moment-là où ils se posent des questions, ben pendant ce temps-là, ils se font tuer, tout simplement. Donc effectivement, la moralité, c'est n'ayez pas de plan B. C'est plan A ou plan A. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il ne faut pas mettre non plus tous ces œufs dans le même panier, mais le but, forcément, c'est d'avoir une seule ligne et de la suivre. Même si sur ton chemin, tu fais ça, mais tu as quand même une seule ligne. C'est ça. Et voilà. C'est vraiment le but. Soyez vrai avec vous-même, posez-vous les bonnes questions et déterminez. Détermination au max. Que ce soit entrepreneur ou pas, détermination pour pouvoir atteindre ses objectifs et aspirer à son propre bonheur. Big up à la page Business aux Antilles, big up à tous les lecteurs, tous les auditeurs, et big up à tous les entrepreneurs ou pas, big up au monde en fait. Voilà, donc les gars, abonnez-vous, likez, et on se revoit la prochaine fois mon gars, si tu peux plaisir. Allez, tchuss. Yes, ciao.